Bienvenue à tout le monde. Mon nom est Tamarie Langlais. Je suis conseillère scientifique dans l'équipe Changement climatique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui organise cette série de webinaires avec l'appui financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires visent à diffuser les connaissances acquises par l'Institut et par ses partenaires sur les impacts sanitaires des changements climatiques et sur les mesures d'adaptation possibles. Il s'agit aussi d'une occasion de réseautage entre le milieu de la recherche, les acteurs de la santé publique et d'autres parties prenantes qui sont en mesure de contribuer concrètement à l'adaptation au changement climatique. Donc, justement, la présentation d'aujourd'hui va nous permettre d'explorer en quoi la santé publique peut être utile à ces diverses parties prenantes en collaborant avec elles en vue de réduire les impacts sanitaires des changements climatiques. La présentation va durer environ 30 minutes. Elle sera suivie d'une période de questions. Vos caméras et vos micros ont été fermés par défaut, donc je vous demanderai d'écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire va être enregistré et sera déposé sur le site web de l'INSPQ. Il va donc être possible de le visionner en différé et aussi de le relayer dans votre réseau de contacts. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers, Marie-Jo Ouimet et Pierre Gosselin. Marie-Jo Ouimet est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive dans l'unité territoire, évaluation des impacts et adaptation au climat à l'Institut national de santé publique du Québec depuis juillet 2021. Elle enseigne également à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle a travaillé au Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James de 2017 à 2021, notamment sur les changements climatiques et l'aménagement du territoire. En 2020 et 2021, elle a également été directrice de santé publique pour la région des Terres CRI de la baie James. De 1997 à 2017, Dr. Ouimet a pratiqué la médecine familiale dans des contextes variés, y compris à l'étranger avec Médecins sans frontières, Médecins du monde et l'Organisation mondiale de la santé. Elle détient notamment une expertise en santé des personnes migrantes, ainsi qu'un diplôme de médecine tropicale de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique. Pierre Gosselin est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec pour les dossiers climat et santé, dont il est un pionnier depuis plus de 20 ans. Son curriculum vitae est vraiment trop long pour que je puisse lui rendre justice en seulement 1 minute, mais mentionnons entre autres qu'il a coordonné le programme de recherche conjoint Ouranos-INSPQ en santé et climat de 2004 à 2019 et qu'il a dirigé le volet santé du plan d'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique entre 2004 et 2017. Il est diplômé en médecine à l'Université Laval et en santé environnementale à l'Université de Californie à Berkeley. Il a dirigé pendant 22 ans le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en santé environnementale au CHU de Québec, Université Laval, où il est professeur de clinique. Il demeure actif en recherche sur ces sujets, notamment à l'INRS-ETE. Donc, Marie-Jo et Pierre, je vous cède la parole. Et puis, Marie-Jo, tu peux partager ton écran pour la présentation. Merci beaucoup. Juste une petite... OK. Vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez bien? OK. Bon, ben bonjour. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. La dernière fois que j'ai présenté sur ce sujet, c'était pendant une tournée des communautés CRI dans les conseils de bande. Je suis très reconnaissante envers les CRI de m'avoir imprégnée de leur vision holistique de la santé, mais aussi de m'avoir ouvert les yeux sur les impacts des changements climatiques qui se font déjà sentir chez nous et particulièrement chez les peuples autochtones du nord du Québec. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, cette présentation répond à un besoin qui a été exprimé par nos collègues des directions de santé publique. On nous a demandé de fournir un argumentaire sur l'importance de prendre en compte la santé dans l'action climatique et aussi de fournir un outil pour présenter le réseau de la santé publique comme un acteur incontournable auprès des partenaires en action climatique. Alors, on va un peu définir c'est quoi le terrain de jeu de la santé publique en changement climatique. C'est davantage un tour d'horizon, une base de réflexion. Les sujets plus pointus sont traités là, durant la série de webinaires que Tamarie a mentionné au début. Là. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été traités, puis ça va s'échelonner sur toute l'année.
Alors, ce qu'on va aborder, on va parler un petit peu de la science du climat, la définition du risque en changement climatique, ainsi que les impacts sur la santé. Puis ensuite, on va se plonger un peu plus sur le rôle des acteurs de santé publique en changement climatique à travers les fonctions essentielles, des outils d'intégration, puis des exemples de collaboration. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que les impacts des changements climatiques sur la santé concernent tous les secteurs de la société, sans exception. Que l'action climatique entraîne des co-bénéfices pour la santé, qui est très important de pouvoir maximiser, puis que les acteurs de santé publique ont un rôle important à jouer en adaptation au changement climatique, en particulier pour la priorisation des actions et la réduction des inégalités sociales de santé. Avant de commencer, puisqu'on a des partenaires ici nombreux qui sont hors du réseau de la santé publique, qu'est-ce qu'on fait en santé publique? Qu'est-ce que c'est? Alors, la santé publique fait partie intégrante du réseau de la santé, puis a un mandat légal en vertu de la loi sur la santé publique de maintenir puis améliorer la santé de la population. En agissant sur les facteurs, en agissant en amont, là, sur tous les facteurs qui peuvent influencer la santé des populations, mais avec une attention plus particulière aux groupes vulnérables. Comme vous pouvez voir ici, à travers les 5 grandes priorités du Programme national de santé publique, on voit bien que la santé publique va bien au-delà de la simple prévention des maladies infectieuses, même si c'est l'axe qui est le plus visible, surtout en temps de pandémie. Mais je veux attirer votre attention sur le point numéro 3, l'adoption de modes de vie et création d'environnements sains et sécuritaires, ainsi que sur le 5e, la gestion des risques et des menaces pour la santé, puis la préparation aux urgences sanitaires. Ça, c'est des axes qui sont particulièrement pertinents quand on parle de changement climatique. Alors, parlons-en de changement climatique. Le dernier rapport du GIEC, qui a été qualifié d'alerte rouge pour l'humanité, nous démontre que le réchauffement mondial moyen s'accélère. On s'attend à atteindre une hausse de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle vers les 2030. Alors, c'est plutôt que ce qu'on avait précédemment modélisé. Et ça, quel que soit le scénario d'émission qu'on envisage. Donc ici, vous avez les différents scénarios là, socio-économiques puis RCP. D'ailleurs, le scénario 1.9 puis le scénario 2.6, on peut dire que c'est des vues de l'esprit, là, puis même le 4.5 est plutôt improbable. Actuellement, on se dirige vraiment beaucoup plus vers le scénario le plus catastrophique. Tout ça, en fait, même si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre demain matin, le réchauffement qui a été observé, il ne disparaîtrait pas comme par magie. La température va continuer d'augmenter, au moins jusqu'au milieu du siècle, dans tous les scénarios considérés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de l'adaptation. Au Québec, on s'attend en 2050 à une hausse autour de 3 degrés, 3 à 5 fois plus de canicules, puis en moyenne, une cinquantaine de jours au-dessus de 30 degrés au sud du Québec. Il faut donc être prêt. Alors ici, vous pouvez voir schématiquement les nombreux impacts sur les écosystèmes. On prévoit une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt, les ouragans. Mais on parle aussi d'aléas progressifs comme les sécheresses, l'érosion côtière puis le dégel du pergélisol, qui affecte les populations du Nord. Et puis, on redoute particulièrement aussi les aléas en cascade, comme ce qu'on a vu récemment et qu'on voit encore en Colombie-Britannique. Alors ça, c'est un point important. On comprend facilement, quand on regarde tout ça, que tous les secteurs sont touchés par les changements climatiques, que ce soit l'alimentation, l'eau, les infrastructures. Et puis qu'aucune région n'est épargnée, mais que ça varie géographiquement. Puis enfin, que les collectivités autochtones et nordiques, puis aussi les populations marginalisées sont touchées de manière disproportionnée par les effets des changements climatiques.
Enfin, il ne faut pas oublier non plus que tous ces aléas interagissent avec les autres impacts de l'écosystème. On parle de l'écotoxicité, de la perte de biodiversité, de la pollution de l'eau, de l'air et des sols. Maintenant, le risque en changement climatique, il se définit vraiment à l'intersection des aléas et de leurs effets environnementaux, et puis des composants de la vulnérabilité. Hein. La vulnérabilité se définit par à la fois l'exposition, la sensibilité des individus puis des collectivités, puis leur capacité d'adaptation. Soit dit en passant, ça, c'est un schéma qui est en cours d'élaboration par l'équipe de changement climatique, qui n'est pas encore publié, mais qui va l'être prochainement. Alors, les niveaux d'intervention sur le plan de l'adaptation, mais ça va être justement sur les composants de la vulnérabilité. On va tenter de réduire l'exposition des individus puis des collectivités, de réduire la sensibilité, puis d'augmenter la capacité d'adaptation pour éventuellement avoir des effets sur la santé. Justement, alors ici, c'est un schéma qui est tiré de l'abrégé pour les professionnels de la santé qui a été publié par l'INSPQ plus tôt cette année, qui résume bien les facteurs en cause dans l'apparition ou l'aggravation des problèmes de santé en lien avec les changements climatiques. Si on regarde de plus près, alors on voit bien que les aléas des changements climatiques qu'on a décrits précédemment vont interagir avec différents facteurs environnementaux et mondiaux. On pense à la pollution, aux migrations, par exemple, et vont se coupler à des vulnérabilités individuelles qui sont de l'ordre de la démographie, aussi de la santé, de l'état de santé préexistant, puis du contexte social et culturel, pour entraîner des problèmes de santé, soit de façon indirecte à travers la qualité de l'air, du sol et de l'eau, ou de façon directe. Alors, la hausse des températures, ça a un effet direct sur la santé, etc. En fait, on pourrait dire, on décrit souvent les changements climatiques comme des amplificateurs de risques, un peu comme la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les faiblesses de nos systèmes puis les populations les plus vulnérables. Les changements climatiques le feront encore davantage. C'est pour ça que agir pour améliorer la santé, c'est aussi agir pour la résilience climatique. Donc, en santé publique, on s'intéresse aux gens plus sensibles et plus exposés. Puis, on peut aider à bien identifier ces groupes pour chacun des aléas et bien comprendre le risque dans chacun de vos milieux respectifs. Au Québec, les expositions principales qui sont déjà observables, ça va être la chaleur, la mauvaise qualité de l'air, les zoonoses, puis la contamination des aliments et de l'eau en particulier. Et puis, l'augmentation des problèmes de santé liés au changement climatique est de l'ordre de 5 à 40 %, dépendamment des problèmes de santé. Il y a aussi, très important, les événements météorologiques extrêmes, puis on l'a dit, les cascades d'extrêmes qui vont avoir un effet notable sur la santé mentale des populations. Puis des risques qui sont à venir, mais qui n'ont pas encore été quantifiés. On pense aux migrations, à l'insécurité liée aux conflits, etc. Ce schéma-ci est tiré du rapport de Santé Canada, qui va paraître en février 2022 sur les effets des changements climatiques sur la santé et auquel plusieurs membres de notre équipe ont d'ailleurs contribué. Alors, il va un peu plus loin que ce qu'on a vu précédemment parce qu'il identifie les facteurs structurels qui ont une influence sur la santé des individus, des populations. On identifie des structures sociales et politiques qui perpétuent les inégalités et dans bien des cas qui perpétuent également la destruction des écosystèmes. Alors, ces facteurs-là vont influencer les déterminants de la santé qu'on qualifie de plus proximaux, comme l'éducation, l'environnement naturel et bâti, le contexte social,
pour finalement avoir une influence sur les 3 composantes de la vulnérabilité qu'on a vues précédemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous rappelle ici que les mesures d'adaptation qui se situent en dehors du secteur de la santé nous permettent d'agir beaucoup plus en amont sur les facteurs que les mesures d'adaptation qui sont au sein même du secteur de la santé. On ne le répétera jamais assez, les problèmes de santé liés au changement climatique touchent de manière disproportionnée certains sous-groupes de la population qui sont déjà touchés par les inégalités sociales de santé. On n'a qu'à penser aux vagues de chaleur qui touchent davantage les milieux défavorisés. Et c'est comme ça pour tous les aléas. Maintenant, je l'ai mentionné en introduction, les co-bénéfices pour la santé, c'est vraiment un aspect très important de l'action climatique. Qu'est-ce qu'on entend par là? On parle des effets bénéfiques sur la santé de mesures d'adaptation ou de mitigation qui n'ont pas nécessairement pour objectif d'améliorer la santé de prime abord. Par exemple, le verdissement, le transport collectif, la transition énergétique vont pouvoir avoir des effets en réduisant la pollution de l'air, en améliorant l'activité physique, la santé mentale, le lien social, et donc avoir des effets bénéfiques pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous en santé publique. Juste pour mentionner, la pollution de l'air engendre 4000 décès prématurés au Québec par année. C'est 5 fois plus que les accidents de la route. Alors, c'est vraiment pas banal. Alors, avec tout ça, les appels à l'action du milieu de la santé se sont multipliés récemment et ont culminé dans le cadre de la COP26. Puis la santé publique est dorénavant positionnée vraiment comme un acteur incontournable de l'action climatique. Dans les prochaines diapos, je vais vous donner des exemples qui illustrent le rôle de la santé publique. C'est des actions qu'on pose déjà, mais qui sont appelées à s'accroître et s'intensifier significativement, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a dit précédemment. Tous les états de santé et tous leurs déterminants sont susceptibles d'être aggravés par la crise climatique. Donc, il faut dorénavant poser une lunette climatique dans toutes nos actions de santé publique. D'abord, la surveillance de l'état de santé, ça nous permet de connaître de quoi les gens meurent, de quoi les gens sont malades, qui est le plus à risque dans une région donnée. C'est un outil de diagnostic de premier plan en santé publique. Ça permet d'informer les décideurs puis la population afin d'éclairer la prise de décision. Puis en changement climatique, la surveillance va servir à mesurer les composantes de la vulnérabilité. Hein? Alors, on va mesurer l'exposition aux aléas, la sensibilité, puis la capacité d'adaptation. Ici, je vous ai donné seulement quelques exemples, mais la liste serait très longue. On peut mesurer, par exemple, le nombre de personnes qui ont un logement de qualité dans un quartier donné, le nombre de personnes avec certaines pathologies, puis toujours donner des chiffres qui sont ventilés selon l'indice de défavorisation. Puis en termes d'état de santé, même chose, morbidité, mortalité, par exemple, attribuable à la chaleur, impacts psychosociaux liés aux inondations, etc. La protection de la santé, c'est une autre fonction de santé publique qui nous permet donc de détecter puis d'évaluer les risques qui constituent des menaces à la santé. Vous êtes probablement tous maintenant familiers avec les enquêtes épidémiologiques. On en a fait beaucoup pendant la pandémie, on continue d'en faire. La même logique s'applique à tous les risques liés au changement climatique. Puis évidemment, il y a le très important aspect de la préparation et la réponse aux événements météorologiques extrêmes. La prévention, nous permet d'agir tôt pour réduire les facteurs de risque. Alors, on va parler d'actions pour réduire la sensibilité des individus, augmenter leur capacité d'adaptation,
mais aussi prévenir l'exposition et puis prévenir les conséquences de l'exposition. J'ai encore ici, j'ai mis plusieurs exemples. Ça peut être des services directs à la population, soutien psychosocial lors d'événements météorologiques extrêmes. Ça peut être des alertes, alertes pollen, chaleur, smog, des programmes de prévention pour travailleurs, suivi de la qualité de l'eau potable, etc. Finalement, la quatrième fonction essentielle de santé publique, la promotion de la santé. Bien, ici, la santé publique joue davantage un rôle d'influence. Ça peut aller de l'influence de politique publique jusqu'au comportement individuel, en passant par la création d'environnements favorables, puis l'éducation des individus. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que maintenir la population en santé, c'est la mesure d'adaptation qui est probablement la plus importante là, quand on parle de l'adaptation au changement climatique. Alors, vous avez encore ici quelques exemples, que ce soit la santé publique qui est active là, pour améliorer l'accès aux espaces verts, la collaboration, la planification de l'environnement bâti, l'appui à l'alimentation saine, durable et locale, etc. Les exemples ne manquent pas. Maintenant, d'autres fonctions qui sont tout aussi essentielles, c'est important toujours d'être capable de traduire les données sanitaires pour pouvoir les faire parler. Alors, la communication, mais aussi la formation des intervenants, l'évaluation de l'efficacité des interventions, et puis la production de données probantes pour appuyer les décideurs. Maintenant, le rôle de la santé publique, c'est aussi, et je dirais même surtout, de garder une vue d'ensemble pour assurer une cohérence entre toutes les interventions. Alors, on a vu quelles actions concrètes la santé publique pose déjà et est appelée à poser davantage. Maintenant, on va parler un peu de comment on s'y prend pour travailler ensemble puis déterminer les priorités. Alors, d'abord, un projet très important, le VRAC-PARC, c'est un acronyme pour Vulnérabilité régionale au changement climatique et Plan d'adaptation régionaux au changement climatique. Il est en cours dans la majorité des régions. C'est un programme qui permet de mieux connaître la vulnérabilité spécifique d'une région et de sa population en vue de développer un plan d'adaptation qui met en valeur la santé pour éclairer la prise de décision. Alors, on l'a vu, la probabilité des différents aléas varie d'une région à l'autre, puis les caractéristiques des populations également. Donc, les conséquences des changements climatiques, inévitablement. C'est pour ça que c'est important d'avoir une approche régionale et même parfois par MRC ou par municipalité. Comment ça se fait concrètement? Bien, d'abord, ça commence par une collecte de données. Ça peut être des données quantitatives, mais aussi qualitatives. Et il y a une démarche de consultation large aussi auprès des parties prenantes. L'idée, ce n'est pas de dupliquer les plans d'adaptation des municipalités, mais bien de fournir un outil complémentaire ou alors de venir les bonifier dépendamment de l'état d'avancement des plans d'adaptation des différentes municipalités ou MRC. Les plans d'action qui vont en découler vont se concentrer sur le volet santé publique, mais pourraient aussi proposer des mesures aux partenaires selon les besoins dans les différentes régions. Alors ici, simplement un exemple, là, il y a le Bas-Saint-Laurent qui vient de terminer ses consultations dans 8 MRC pour adopter une vision commune de la vulnérabilité avec les parties prenantes. Alors, c'est vraiment un bon exemple d'une consultation large qui permet d'avoir une approche intersectorielle. Maintenant, un autre outil de taille, l'évaluation d'impact sur la santé. Il y a probablement plusieurs personnes ici qui connaissent déjà. C'est un outil qui, en fait, c'est une démarche systématique qui est appliquée soit par les acteurs de santé publique ou par les acteurs municipaux, mais en collaboration avec la santé publique, pour être capable d'anticiper de façon prospective les effets potentiels d'un programme ou d'un projet dans les autres secteurs.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue toutes les facettes du projet pour voir, bon, est-ce que ce projet-là peut potentiellement avoir des impacts positifs ou négatifs sur la santé cardiovasculaire, santé mentale, etc., par les différentes composantes du projet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maximiser les bénéfices pour la santé, puis réduire les impacts négatifs, puis aussi s'assurer que les effets bénéfiques sont bien distribués et équitables. Ça implique une démarche participative et dans la plupart des cas, ça permet d'améliorer aussi l'acceptabilité sociale des projets. Un exemple d'une EIS récente qui a été faite dans les Laurentides. Le rapport est public, là, donc je vais l'ajouter dans les références à la fin du diaporama, mais ça démontre là, qu'il y a vraiment une démarche pour décortiquer là, chaque aspect du projet, puis essayer de voir sur quel niveau ça va pouvoir avoir un impact positif ou négatif sur la santé pour ensuite produire des recommandations. Je dois dire que bon, il y a des EIS qui sont en cours dans de nombreuses régions. Il y a la Montérégie qui a été le champion des EIS. Si vous allez sur le site web là, de la DSP de Montérégie, là, il y a des dizaines et des dizaines de rapports. Ça donne une bonne idée concrètement de quoi ça peut avoir l'air, une EIS. Et puis, évidemment, il y a d'autres démarches collaboratives qui sont toujours en cours dans les régions. C'est sûr que la santé publique a été peut-être un peu plus effacée pendant la pandémie, mais il y a plusieurs démarches qui ont été soutenues et qui continuent de l'être. Et puis, évidemment, toujours la révision des schémas d'aménagement, la procédure d'évaluation environnementale, la rédaction d'avis puis de mémoire, tout ça, c'est du quotidien pour les directions de santé publique. Il y a de nombreux auteurs, oui, académiques, des acteurs institutionnels aussi, puis associatifs qui plaident depuis longtemps pour l'adaptation des pratiques de la santé publique elle-même. Les changements climatiques offrent vraiment une occasion en or pour réaliser cette vision-là d'une santé publique renouvelée. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cette transformation-là des pratiques de santé publique est déjà en cours dans plusieurs régions du Québec. Pour preuve, l'info SE de décembre de ce mois-ci, c'est un bulletin qui est publié là, entre les acteurs de santé environnementale au Québec qui dépeint très bien cette approche intégrée, décloisonnée, transdisciplinaire de l'action en santé publique. Plusieurs des attributs que vous voyez ici, d'ailleurs, font partie de la vision héritée de Pierre Gosselin, qui est vraiment un des grands pionniers de l'action climatique au Québec, puis vraiment qui nous laisse un héritage sur lequel on peut bâtir fièrement. Pour terminer, un mot sur l'opinion de la population sur l'action climatique. Alors ici, on voit les résultats du sondage qui a été mené dans le cadre du dernier baromètre de l'action climatique qui nous montre qu'une très grande majorité de Québécois sont favorables au développement d'initiatives d'urbanisme écologique, verdissement, lutte à l'étalement urbain, largement favorables au développement ou au maintien d'initiatives agricoles locales, à la protection des plus vulnérables aussi. Par contre, 62% se sentent impuissants devant l'ampleur des changements climatiques et il y a seulement 14% qui croient que les villes et les MRC en font assez pour la lutte au changement climatique. Je pense que c'est un signal clair qu'on a besoin de plus d'action puis de se mettre ensemble. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre là, qu'on est capable de réussir à co-créer des communautés résilientes en santé, équitables
et respectueuse des limites planétaires. On va finir sur cette note. Merci beaucoup. Tamari, je ne sais pas si c'est toi qui donnes les droits de parole pour la suite. Oui, c'est moi qui va donner les droits de parole pour la suite. Peut-être tu peux cesser de partager ton écran pour l'instant. Donc, j'encourage tout le monde à inscrire leurs questions dans le module de clavardage. Là. Je ne sais pas si c'est écrit conversation ou chat selon la version de Zoom que vous avez. Donc, une première question, c'était si l'enregistrement allait pouvoir être consulté. Donc, oui, ça va être déposé sur le site web de l'INSPQ. Une autre question, est-ce qu'on pourra avoir accès au PowerPoint? Oui, j'avais déjà posé la question à Marie-Jo, elle avait accepté de partager sa présentation, mais elle doit la peaufiner un petit peu. Donc, dans quelques jours, on pourra l'envoyer à tous les participants. C'est ça, d'autres questions. Il y a quelqu'un qui a placé dans le fil de conversation le site extranet de la Direction de santé publique de la Montérégie, que justement Marie-Jo citait tout à l'heure. Une question, est-ce qu'il y a un programme ou un projet en développement sur le pollen? Je peux en parler, Pierre Gosselin, ici. Est-ce que ça va? Oui? OK. Oui, on a dans le fond, il y a même une stratégie gouvernementale sur la réduction des pollens à l'heure actuelle qui existe depuis quelques années, qui s'était surtout concentrée sur l'herbe à poux, mais on s'est rendu compte récemment que beaucoup des pollens, finalement, avec le changement climatique, proviennent déjà et vont provenir davantage des arbres et des graminées et des arbustes, dans le fond. Alors, il y a un projet en cours pour essayer de mieux monitorer ça. C'est sur Montréal. Ça vise à terme à éventuellement aussi déterminer quelles espèces sont les plus impliquées et comment ça va être possible d'aviser les gens, soit par téléphone ou des choses comme ça, de pics de pollen qui s'en viennent, qui peuvent causer des problèmes plus importants. Pardon. En Europe, ils ont déjà des systèmes similaires qui peuvent donner un avertissement 3-4 jours d'avance. Alors, c'est quand même intéressant pour que les gens planifient leurs activités en fonction de ça éventuellement. Mais c'est sur un horizon, on est moins avancé que l'Europe. C'est sur un horizon de 3-4 ans qu'il faut voir ça et puis ça viendra bientôt quand même. Merci, Pierre. Une autre question, c'est pourriez-vous en dire plus sur la place que le réseau de santé publique pourrait ou devrait prendre en ce qui concerne la mitigation, donc l'atténuation des changements climatiques? Bien, ça, je peux en parler aussi. C'est mon sujet préféré. En fait, le réseau de la santé, ça correspond en termes d'impact à environ entre 5 et 6 des gaz à effet de serre émis au Québec, comme ailleurs au Canada. Et puis, il ne s'est pas fait grand-chose jusqu'ici. Il y a un peu de travail sur les chaudières. Ils ont abandonné le bunker C qui était utilisé dans les vieilles chaudières et puis il se transforme un peu tranquillement. Ce n'est pas mauvais, mais c'est peu. Il y a beaucoup d'autres travaux supplémentaires qui peuvent être faits. Il y a eu, je pense, il va y avoir, je pense, Tamari, un webinaire spécifiquement là-dessus. C'est important. Ça va se faire aussi beaucoup par le télétravail quand c'est possible, par meilleure utilisation des transports publics pour les travailleurs du réseau de la santé, par des choix de pratiques cliniques différentes, de demander moins d'examens inutiles. Et puis, ça a l'air simple à dire, mais il faut encore le faire, changer les gaz anesthésiques et les gaz de stérilisation, dont certains ont une très grande durée de vie dans l'atmosphère. Alors, c'est ça à peu près. Le rôle qu'on a, c'est plutôt, je pense, de faire réaliser aux gens que la diminution des gaz à effet de serre, ça veut dire aussi une diminution de la pollution, parce que beaucoup de ces gaz-là, la grande majorité de ces gaz-là viennent de la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, et que ça va améliorer la qualité de l'air de façon assez dramatique. Très intéressant, mais ce n'est pas calculé nulle part. Il n'y a personne qui dit
c'est un gros bénéfice qu'on a ici. Alors, un autre point, puis ça, ce n'est pas pour répondre à la question. Donc, le rôle en mitigation, c'est de l'appuyer, mais il faut voir que ça ne se fera pas vite. Vous voyez que tout le monde parle de réduire, mais en fait, on continue à augmenter. Et là, on voit les gens se crêper le chignon un petit peu pour dire « Ah, il faut aller jusqu'à 55 de réduction pour 2030 ou 2040 ou 2050 », alors que personne ne l'a fait encore. Et puis, c'est un signal que il faut beaucoup travailler en adaptation, ce qu'on a énormément négligé jusqu'ici. Alors, on est rendu là, il faut le faire. Quand on a parlé de scénario 1,5 degré, on est déjà au Québec à 1,5 degré et dans l'Ouest, ils sont à 3,5 degrés. Quand on parle de 1,5, c'est la moyenne planétaire incluant tous les océans. Et ça, on n'y est pas encore, on en approche. Mais ça veut dire que sur les continents, on est déjà dedans. Si vous voulez savoir ce qui va arriver au Québec en 2050, regardez la Colombie-Britannique l'été passé, c'est ça. Si vous voulez savoir l'effet de ne pas s'adapter, encore en Colombie-Britannique, la digue aux États-Unis qui retenait l'eau d'un fleuve, qui aurait coûté 29 millions à réparer, a causé, parce qu'elle a lâché, 1 milliard de dégâts en Colombie-Britannique. Alors ça, c'est de l'adaptation à faire aujourd'hui pour éviter que ça se détériore trop. Merci. On a une autre question à propos de la perception par les leaders politiques au Québec et au Canada de l'importance des impacts des changements climatiques sur la santé. Comment cette perception-là a-t-elle évolué au cours des dernières années ou décennies? Est-ce que vous pourriez en donner un aperçu? Marie-Jo, veux-tu y aller? Je pense que je te laisserai aller, surtout pour l'aperçu historique, là. Bien, écoutez, vous le voyez, qu'est-ce qui est important encore pour le gouvernement actuel ici au Québec, c'est l'économie. Le gouvernement précédent, c'était l'économie. Ils ont été, puis l'autre avant aussi, ils ont autorisé, par exemple, ciment McInnes à New Richmond, je pense, en Gaspésie, alors que ça augmentait. Tout d'un coup, ça venait nous faire perdre 10 ans de réduction. Même au Québec, qui est facilité au niveau des gaz à effet de serre par le fait qu'on est à 99,5 d'hydroélectricité. Même en France, qui ont beaucoup de centrales nucléaires, même dans les pays où ça serait facile de réduire, on augmente encore à l'heure actuelle. Donc, les politiciens prennent ça au sérieux, oui, je pense, mais en même temps, ils rencontrent beaucoup plus souvent les lobbies industriels et les lobbies pétroliers qu'ils ne rencontrent les groupes environnementaux ou les gens de la société civile. Alors, c'est ça un peu, là, ils sont écartelés. M. Trudeau, qui disait que ça allait changer, qu'on allait enfin devenir carboneutre, bien, il a mis quand même 13 milliards de subventions par année depuis qu'il est là au pouvoir pour les pétrolières. Il a acheté un oléoduc. Il y a une absence de cohérence totale au niveau politique là-dessus. Là. Alors, moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, se rendre compte que ça va prendre 2-3 grosses catastrophes encore à tous les 2-3 ans pour que ça devienne vraiment au centre de l'activité politique. Puis, on en est presque là à certains endroits, mais pas vraiment encore ici au Québec ou ailleurs au Canada. Alors, il va y avoir des pertes, il va y avoir des changements importants de société. On n'est pas prêt à faire ça encore. Il y a encore, on le voit avec la COVID, là, encore du monde, c'est bien important pour eux autres d'aller se faire bronzer dans le sud présentement. Alors, c'est nous, ça, c'est la population. Et puis, les politiciens font partie de la population. Merci Pierre. La prochaine question se penche plutôt sur le rôle des professionnels de la santé et des services sociaux pour favoriser la prévention et l'adaptation au changement climatique. À votre avis, quel serait le rôle optimal des professionnels de la santé dans la mobilisation citoyenne au-delà du cadre clinique? Marie-Jo et moi faisons partie d'une association de médecins pour l'environnement. Moi, j'ai été très actif. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais souvent, c'est en dehors du cadre professionnel direct. C'est plutôt dans les associations professionnelles que ça se fait.
Le Collège québécois des médecins de famille, par exemple, a un programme pour réduire l'impact en gaz à effet de serre de la pratique médicale. D'autres, comme moi, sont un peu plus militants. On fait des mémoires, on fait diverses propositions. Il y en a qui font du lobby, qui vont rencontrer des politiciens, des maires, etc. Alors, il y a un rôle qui, je pense, et c'est appuyé, ces actions-là, curieusement, c'est en haut que ça bloque. Hein. Beaucoup de maires de villes aimeraient avoir plus d'argent pour le verdissement. Beaucoup de maires aimeraient avoir davantage accès à l'argent pour les infrastructures vertes, mais pardon, c'est encore bloqué au niveau provincial, au niveau fédéral, malgré tout ce qu'on entend comme beau discours. Alors, moi, je dirais, les avenues principales que j'ai vues, c'est pour notre génération. Moi je prends ma retraite la semaine prochaine. Alors, c'est plus tellement moi qui vais agir là-dedans, ça va être vous, mais par les associations professionnelles, par les comités, il y a toujours un comité de développement durable à cause de la loi dans chacun des CIS, des CIUS, des hôpitaux universitaires, etc. Dans tous les établissements d'enseignement aussi. Donc, au total, on peut agir localement beaucoup. Et au fur et à mesure qu'il y a une majorité de plus jeunes qui voient l'importance davantage, qui sont prêts à des changements profonds, ben, je pense que ça peut commencer à s'installer. Merci. On a une question qui touche plus la question des pollens allergènes, mais étant donné qu'il y a tellement de questions dans le fil de conversation, je suggère que la personne qui a posé la question vienne regarder le webinaire du 7 avril prochain qui va porter spécifiquement sur les pollens allergènes. Donc, je vous passe tout de suite à la question suivante qui dit... Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur la question qui a précédé? Là? Bien sûr. Le rôle, parce que je pense aussi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, mais je pense aussi que les professionnels de la santé ont un rôle à jouer pour mettre en lumière les bienfaits aussi de l'action citoyenne, les bienfaits d'agir dans sa communauté, que ce soit de s'engager dans une initiative de transition, dans une initiative qui cherche à soigner l'environnement naturel. Ça a des bienfaits sur la santé mentale, sur le tissu social, puis je pense que ça devrait être encouragé. Puis ça, notre collègue Maxime Boivin, qui fait qui regarde beaucoup ce qui se fait dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éco-anxiété, de l'éco-détresse et de l'éco-lucidité, pourrait nous en dire plus, là, mais je pense que vraiment, c'est un rôle important aussi que les professionnels de la santé peuvent jouer auprès de leurs patients puis de leur communauté. Oui, en santé mentale aussi, c'est important, là, le beau travail que font les gens lors des urgences, les travailleurs sociaux ou infirmières et autres intervenants psychologues. Mais on oublie souvent que après un mois, là, les gens retournent à ce qu'ils faisaient. Mais il va rester un 5 à 10 du monde touché par les événements, surtout ici au Québec, inondations, qu'on pense. Mais certains, ça va durer 2-3 ans, leurs problèmes. Donc, il faut être sensible à cet état de situation-là et s'impliquer aussi et promouvoir que tout ne se règle pas en un mois. Là. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Merci. On a une question à propos des scénarios. Si on atteint le scénario 8.5, s'agit-il d'une menace existentielle pour l'humanité? Les mesures d'adaptation sont d'abord les capacités d'accueil des populations contraintes à migrer et les mesures de santé publique adaptées. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une menace à la physiologie même humaine. On s'entend que 8,5 vers 2050, il y a à peu près, il n'y a pas loin de 2 milliards de personnes qui sont incapables physiologiquement. Physiologiquement, on est tous pareils. Hein? La température est à peu près à 37. Si ça monte à 40, on est proche de mourir. Par en bas aussi. Donc, il y a l'homéostasie, c'est de rester à l'entour de 37. Mais quand tu fais 50 degrés pendant 2 semaines de temps, puis qu'on n'a pas trop d'eau, puis qu'on n'a pas de moyens de protection, puis là, on parle de l'Inde,
on parle de l'Asie du Sud-Est, donc toute la péninsule qui inclut Cambodge, Vietnam, en descendant jusqu'aux Philippines, Malaisie, puis tout ça. Eux, ils vont arriver vers 2050 à des pays invivables. Alors, ça m'étonnerait qu'ils restent sur place et attendent la mort. Ils vont bouger. Ils vont aller ailleurs, comme dans l'histoire de l'humanité, la migration a toujours servi à ça, à éviter les guerres et à éviter les calamités. Donc, c'est clair que ça va arriver. Le chemin Roxham, ce qu'on voit, là, les gens qui rentrent par centaines, attendez-vous à ce que ça devienne par dizaines de milliers un jour pas si lointain. L'Amérique centrale est très sévèrement atteinte par les extrêmes, là, les tempêtes, les ouragans, les inondations, les glissements de terrain qui s'ensuivent, la chaleur. Alors, on est dans une dynamique 8.5. Et puis, les gens disent que c'est un scénario, mais dans les faits, c'est vers ça qu'on travaille tout le monde à l'heure actuelle, qu'on le sache ou pas. Donc, on verra. Il reste encore 30 ans. Mais si on se fie sur les 30 dernières années où tout ça était connu, la chimie de l'atmosphère, moi j'ai suivi un cours là-dedans, ça m'a ouvert l'esprit en disant que le premier train à vapeur chauffé au charbon en Angleterre en 1825, il y a encore des molécules de CO2 produites à ce moment-là qui sont dans notre atmosphère parce que ça reste 2 siècles dans l'atmosphère avant d'être complètement détruit. Alors, il y en a pour longtemps. C'est ça, malheureusement, la chimie de l'atmosphère et que ça ne nous empêche pas, cependant, de se préparer. Alors, on n'est pas dans la zone la pire au monde, loin de là. Mais certains vont être très sévèrement atteints, il n'y a pas de doute. Toujours en lien avec les scénarios de réchauffement les plus pessimistes, là, on a une question. Comment on pourrait associer la prévention primaire à la mitigation? Pourriez-vous élaborer sur les rôles de la santé publique en mitigation? On peut le dire autrement, c'est que quand on réduit la pollution de l'air, on améliore la santé publique. Réduire la pollution de l'air, c'est automatiquement un exercice de mitigation. Si vous commencez à travailler fort pour les rues piétonnes, pour dans le fond, le transport actif, que ce soit à pied, ce n'est pas normal que les enfants arrivent tous à leur école en VUS le matin. Les enfants, ça marche encore. Les vélos, déneiger les pistes l'hiver, les multiplier. On voit des mouvements comme ça dans beaucoup de villes. Là. Et c'est ça qu'il va falloir accélérer de façon vitesse grand V, je pense. Alors, le rôle mitigation, c'est de traduire ça, je dirais, mitigation, ça reste un concept un peu flou, mais si on est là et qu'on promeut, c'est un peu ça que Marie-Jo disait dans les EIS pour les projets, les études d'impact santé, il y a beaucoup de choses possibles à faire très concrètes. Les parcs, les pistes cyclables, d'encourager le transport public pour les employés d'un hôpital ou quelque chose comme ça. C'est là-dedans que je vois davantage une implication citoyenne et professionnelle qui permet de multiplier ces situations-là. Merci. Quelqu'un demande aussi, est-ce qu'une municipalité ou un citoyen engagé dans l'action climatique peut contacter sa DSP locale, en fait régionale, ou autre pour obtenir des conseils? Ben oui. Mais je ne sais pas si vous allez avoir les réponses attendues. Dans le sens que, vous l'avez vu dans la présentation tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de nouveaux en termes de risques et de maladies avec les changements climatiques. C'est les mêmes choses que vous connaissez. La pollution de l'eau, la pollution de l'air, les pollens allergènes, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les infections. Bon, à part des maladies comme la maladie de Lyme qui vient du Connecticut depuis 30 ans et qui monte tranquillement, puis peut-être d'autres qui vont venir, il n'y aura pas grand nouveau. Le nouveau, c'est qu'il va y avoir plus
toutes les situations dangereuses, aléas météorologiques, et des choses qui arrivent plus lentement, comme la sécheresse, manque d'eau à certaines périodes. Donc, c'est ce genre de choses-là que vous connaissez déjà. Et il va falloir... La surveillance est là pour mesurer la qualité de l'eau, la qualité des puits notamment. Il y a encore à peu près 19-20 % du monde qui sont sur un puits. Il va falloir être plus prudent sur ce qui est bu dans les familles qui sont sur ces puits-là. Alors, c'est ce genre de choses-là, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. On avait justement une question sur la question de l'eau. Est-ce qu'il y a des travaux en cours à l'INSPQ sur la qualité de l'eau potable et les changements climatiques? Il y en a eu. Il va en avoir d'autres. Dans le fond, moi-même, j'avais fait une étude vu qu'il y a plus d'extrêmes, donc soit des sécheresses, soit des pluies plutôt torrentielles l'été. On avait remarqué que 4 semaines après le début d'une sécheresse et 3 semaines après une pluie torrentielle importante, il y avait une augmentation assez marquée des gastro-entérites dans les villages qui étaient approvisionnés par les puits. Alors, c'est ce genre de risque-là qu'il va avoir. Il va falloir donc mieux diffuser ces informations-là, que les gens soient conscients que ça peut arriver. Une autre chose qui peut arriver, c'est vous avez tous entendu parler des cyanobactéries qui font des floraisons d'algues dans les lacs ou les rivières. Eh bien, ces algues-là, microscopiques ou même macroscopiques, elles produisent des toxines. Puis quand on se baigne là-dedans ou quand on boit cette eau-là, encore une fois, il y a de la gastro-entérite. Vous voyez? Alors, c'est ce genre de situation-là qui va aller en augmentant dans les lacs et rivières du Québec, particulièrement quand il y a beaucoup de monde autour du lac, fosses septiques qui sont déficientes et tout ça. L'eau plus chaude favorise la croissance des bactéries, des microbes de façon générale. Merci. Le temps avance, donc on va devoir faire peut-être des réponses un peu plus courtes, là, mais on a déjà 3 questions ou commentaires qui portent sur la question de la formation initiale ou continue des professionnels de la santé. On se demande quelle est la place des changements climatiques dans cette formation. On a fait un bilan de ça il n'y a pas si longtemps. Formation initiale, je pense que les universités commencent à l'intégrer. On a reçu beaucoup de demandes parce que l'INSPQ a produit beaucoup là-dedans en termes de contenu, mais plusieurs universités sont en train de faire des cours pour les nouvelles cohortes. C'est clair, pour que ça fasse partie du curriculum de base. Nous, on a fait des cours de formation continue. On va les mettre à jour prochainement. Et puis, ça va être disponible sur ENA, ça va être disponible ailleurs aussi. Et c'est pareil, je pense, à plusieurs endroits, dans plusieurs domaines, autres que la santé. Il y en a en cours, on a des collègues à l'Université Laval qui en font pour les ingénieurs, pour les urbanistes, ce genre de choses-là. Et on inclut dedans un peu de santé aussi, pour que tout le monde puisse parler un peu le même langage. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la mobilisation des professionnels de la santé face aux défis climatiques, vous irez voir dans le fil de conversation, les 2 derniers commentaires là, donnent des liens, un vers la planète s'invite en santé et puis l'autre sur une pétition pour un virage éco-responsable du réseau de la santé. Donc, je vous invite à aller voir ça. Peut-être la dernière question, c'était sur la différence entre l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Je vais laisser Marie-Jo voir si elle maîtrise bien ces concepts-là. Allons-y. Moi, je ne suis pas trop bon. La différence entre l'adaptation et la résilience, c'est sûr que la résilience, c'est un terme qui a été défini là, de plusieurs façons puis qui est en constante évolution. Antérieurement, on parlait de
retour, un peu retour à la normale. Là, en anglais, ils disent bouncing back à un état d'équilibre, alors que de plus en plus, on parle plutôt de transformation pour épouser la nouvelle réalité. Donc, là, en anglais, on dit bouncing forward. Je pense que l'adaptation, c'est davantage le bouncing forward que le bouncing back. À ce compte-là, je pense qu'on peut comparer quand même assez bien avec le concept de résilience qui est plus, disons, plus contemporain. Là, mais je ne sais pas, Pierre, si tu aurais d'autres choses à ajouter là-dessus. Bien, ce qu'on dit toujours en termes d'adaptation, c'est d'essayer de changer nos façons de faire en infrastructure ou en méthode clinique ou autre, là, pour que on soit moins atteint par un extrême climatique ou par une situation difficile. Alors, c'est un ensemble de mesures, l'adaptation. La résilience, c'est un peu aussi la capacité de le faire. C'est ça un peu la nuance entre les deux. Le plus bel exemple, c'est que, et ça va boucler la boucle quand on parlait des gens défavorisés socio-économiquement, il y a une vague de chaleur. Je suis dans ma maison, je fais installer la clim, j'ai le moyen de faire installer la clim. Alors, même si j'ai des maladies chroniques puis je ne suis pas jeune, je ne suis pas à risque, grosso modo. Je me suis adapté technologiquement. Alors que si quelqu'un est dans un quartier où c'est plus chaud, qui n'a pas le moyen de s'acheter la clim, bien, la même personne qui me ressemblerait, elle ne pourrait pas s'adapter. Donc, elle souffrirait, elle aurait des impacts beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement. Alors, l'adaptation, c'est un peu ça. Est-ce que c'est au niveau individuel? Bien sûr, tout n'est pas le rôle du gouvernement. On a le devoir de se maintenir en santé, de faire de l'exercice, c'est quand même efficace. On a le devoir de boire assez d'eau. On a le devoir de s'occuper de nos parents, de nos voisins. Au niveau communautaire, au niveau gouvernemental, bien là, c'est une autre paire de manches. Mais on peut pousser sur nos gouvernements, ça, il n'y a pas de doute, pour améliorer la protection contre ces situations-là. Un bon logement, l'accès à la climatisation, et puis de l'ombre, des services qui peuvent nous aider à diminuer les impacts. Alors, c'est un peu ça la différence entre les deux. Je pense qu'il va falloir accepter bientôt qu'on ne sera pas capable de tout éviter. On le voit, là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont la COVID longue, mais il y a des gens qui ont l'inondation longue. Il y a des gens qui ont la vague de chaleur longue aussi. Alors, tout ça existe. On ne pourra pas régler tout ça. Il faut accepter un niveau de méfaits, de problèmes résiduels importants, mais qu'on peut stabiliser, qu'on peut réduire et qu'on peut éventuellement, dans une génération ou deux, voir se stabiliser là, au niveau social. Merci. On va devoir arrêter de prendre des questions, malgré qu'il y en a d'autres qui continuent de s'afficher dans le fil de conversation. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on soumette ces questions-là à nos deux experts, puis peut-être dans le même courriel où ils vous enverront la présentation PowerPoint, ils pourront peut-être répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Donc, merci beaucoup, Pierre et Marie-Jo. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si, peut-être vous n'êtes pas tous au courant, mais Pierre prend sa retraite très incessamment. Et donc, c'était sa dernière allocution publique. Donc, j'aimerais donner la parole maintenant à Céline Campagnard pour qu'elle souligne sa contribution au dossier des changements climatiques et santé. Bien, merci Tamari. Puis je sais que Pierre, en fait, il n'aime pas ces affaires de honneur-là ou de contribution exemplaire, puis tout ça. Fait que je vais être hyper brève pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais je voulais te remercier pour toute ta contribution exceptionnelle, mais surtout ta ténacité dans ce dossier-là qui a fait en sorte que
aujourd'hui, ça porte fruit parce que ça fait des années envers et contre tous. Tu cognes à toutes les portes, tu les défonces, tu les redéfonces parce qu'ils se refermaient devant toi. Puis, tu sais, tu as continué à te battre. Et aujourd'hui, je trouve qu'en santé publique, maintenant, c'est ça, on récolte les fruits. Puis, ce qui est dommage, c'est que c'est nous, tu sais, c'est nous, Marie-Jo, Mélanie, tout ça, qui récoltons ces fruits-là. Fait qu'il y a un certain sentiment d'injustice ou d'imposture relié à ça parce que toi, tu fais ton salut puis tu t'en vas, alors que dans le fond, là, le momentum est propice. Fait qu'au nom de toute l'équipe, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait puis te dire comment tu vas nous manquer. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Et puis, mais je ne suis pas déçu. C'est la vie qui tourne. Ça, c'est vraiment ça. Utilisez les médias. Comme ça, je vais pouvoir suivre la progression de toutes ces initiatives-là. Je vous lirai dans les journaux ou dans les articles scientifiques ou autre chose, mais faites-vous-en pas, je vais continuer à suivre le domaine de loin. Ça va me faire plaisir si vous avez des succès encore meilleurs que ceux qu'on a eus jusqu'ici. Merci, Pierre. Vraiment, tu vas nous manquer, effectivement. Merci aussi, Marie-Josée. Merci à vous deux pour cette formidable présentation. Merci. Merci. Merci à tout le monde.